Alors moi, je te connais un petit peu, Déborah, mais là, dans notre échange, donc on peut s'imaginer qu'on est deux, mais qu'on n'est pas que deux, qu'on est peut-être des dizaines ou peut-être des centaines, peut-être plus, qui prennent part à cette conversation. On n'est que deux à parler, mais bon. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi voilà, présente-toi et puis après on verra où on va avec ça. Ok. Alors, je m'appelle Déborah, j'ai 34 ans. Je suis la maman de deux petits-enfants, Nathan, 6 ans, Gaïa, 3 ans. Et j'habite à Marseille. Je suis née de Marseille. Je suis originaire de Marseille. Et je suis scientifique de carrière. Donc, d'abord dans le milieu académique où j'étais spécialiste mondiale des albatros. Et aujourd'hui, je suis consultante scientifique et je deviens entrepreneur pour aider les gens à protéger l'environnement. Bien, bien. Bon, alors, il va y avoir beaucoup de choses sur lesquelles rebondir, mais je vais commencer par quelque chose de fondamental. Tu as parlé de là où tu avais grandi, je suppose, du coup, Marseille. Tu es fier de tes origines géographiques? Ouais, c'est vrai que oui, parce que déjà c'est une très belle ville. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a de la nature absolument exceptionnelle. Et puis aussi, il y a toute une histoire que ma famille porte dans son sang, hein. Une histoire de traverser la Méditerranée, puisque mon papa est né au Caire, en Égypte, et ma maman est née à Alexandrie, en Algérie. Pardon. Et ma maman est née à Constantine, en Algérie. D'accord. Et ils ont tous les deux dû quitter leur pays de naissance très très vite, avec rien. Ils sont arrivés dans les cités à Marseille. Et tout a commencé comme ça. Et beaucoup de gens à Marseille commencent comme ça. Donc je me sens pleinement méditerranéenne. Et quand... donc ça, je ne savais pas forcément que j'étais fière d'être marseillaise dans ma jeunesse. Mais c'est quand j'ai commencé à m'expatrier, ben, quand à 20 ans, je suis allée vivre en Suède pendant 1 an pour mes études, que les gens me disaient t'es française? Oui. Et j'étais fière aussi d'être française. Ça non plus, on se pose pas souvent la question. Et t'es marseillaise? Bah oui. Pour de bon, t'es marseillaise? Bah oui. Et ouais, ça a toujours été une fierté, le soleil, le sud, l'accent, le- la sieste, le barbecue, les cigales. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, je t'explique aussi pourquoi je te pose cette question, parce que si tout va bien, cet épisode sera l'épisode 13 de Principes fondamentaux. Waouh, génial. Voilà. Alors, je dirais pas que c'est fait exprès, mais bon, quand j'ai vu qu'on était dans ces eaux-là, je me suis dit, ouais, ça tombe bien. Merci. Merci. D'accord, bah c'est fou parce que, comme je l'ai déjà dit hein, dans ce podcast, dans mes invités, surtout au début, il y a quand même des gens que je connais plus ou moins bien, des fois que je connais bien, mais à chaque fois, j'apprends des choses sur les gens avec qui je discute. Ah bah, forcément. Bah ouais, mais c'est génial. C'est génial parce que je fais ça, voilà, je fais ça évidemment en partie pour les auditeurs, mais je fais ça avant tout pour moi et je vois ce que ça m'apporte et même ça me permet d'approfondir des relations avec des gens. Bon, nous on discute pas ensemble tous les jours, mais on se connaît quand même depuis un certain temps. Et puis je te dis, mais j'ai d'autres invités avec qui dont je suis relativement proche et malgré ça j'apprends des choses à chaque fois. Donc ouais, c'est assez étonnant et tes origines et le parcours de tes parents, ça c'est quelque chose que j'avais jamais entendu avant aujourd'hui et je trouve ça assez fascinant. Ils sont arrivés en France à quel âge? Bon, déjà, ils étaient tous les deux de nationalité française, hein. À D'accord. l'époque, en Égypte, il y avait beaucoup de mixité euh, enfin, de nationalité. Et en Algérie, c'était français. Donc, ma mère était française là-bas. Et donc, mon père est arrivé à 2 ans. Ils ont eu une semaine pour partir. Ils ont rien pris avec eux. Et ma mère, je connais un petit peu moins, mais elle se rappelle de rien, donc elle était toute petite, hein. Elle devait avoir 2 ans aussi, 2, 3 ans. D'accord. D'accord. Bon, alors sinon, sinon, tu nous as parlé de pas mal de choses. Donc, tu as parlé de tes enfants assez rapidement. Mm. Je vais pas dire que que je suis surpris, évidemment que non, mais effectivement, c'est quelque chose que tu mets en que tu as mis en avant avant le reste. Euh, c'est quelque chose qui t'a
Est-ce que c'est quelque chose qui t'a changé? On va dire après d'où tu viens, d'un point de vue professionnel et tout, mais voilà, ça m'a interpellé l'ordre dans laquelle tu as dit les choses. Est-ce que ça va changer d'avoir des enfants? Mais radicalement. Radicalement. Non, pas radicalement. Graduellement. C'est-à-dire graduellement. Graduellement et même parfois inconsciemment, parce que je voulais... Bon, je recommence. Je suis très, très carriériste. Et c'est ça qui m'a amené à avoir un doctorat. Tu sais ce que c'est. Et c'est ça aussi qui m'a poussé à travailler beaucoup pour publier des articles de très haute qualité, enfin pour essayer d'avoir l'accès à un poste permanent dans la recherche scientifique, publish or perish. Et le fait d'avoir mon garçon quand j'étais à Cambridge il y a 6 ans, et ben au départ je me suis dit chouette, j'ai un congé maternité de 11 mois. Ça fait une extension à mon contrat. Premier truc que je me suis dit. Et au final, j'arrivais pas à bosser parce qu'il était petit, il était agité, il dormait jamais. Moi, j'étais crevée. Et puis surtout, je passais mes journées avec lui et je m'ennuyais, quoi, parce que ma famille était en France, mon mec était au boulot, toutes mes copines, elles étaient au travail et au final, il y avait rien à faire, quoi. En Angleterre, quand il pleut dehors, tu tournes un peu en rond, quoi. Et j'en ai profité pour beaucoup me cultiver sur des sujets que j'avais pas trop abordés jusqu'à présent, et notamment le féminisme, la cause des femmes et le lien entre la cause des femmes et la cause environnementale. C'était pas encore la mode de l'écoféminisme, hein, c'était en 2006, 2005. Non, n'importe quoi, en 2015. C'était en 2015. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, le poids qu'on portait nous les femmes dans la maternité, ça affectait énormément notre carrière. Et j'avais cette courbe pas qui me hante encore, mais que j'ai gravée là. C'est la courbe du nombre de femmes en sciences dans les différents postes. Donc, au départ, t'as à peu près 50-50 au niveau du bac, quoi. Et puis, au plus t'avances dans les postes les plus importants, au plus t'as les femmes qui diminuent, les hommes qui montent, jusqu'au prix Nobel, où t'as 97% d'hommes et 3% de femmes. Et puis moi, je fais partie au final de ceux qui ont abandonné la carrière scientifique académique. Donc, je fais partie de la courbe qui descend à partir du premier job et du premier enfant, quoi. Donc oui, je fais partie de ces stats qui prouvent que le premier enfant, donc oui, ça m'a changé, mais ça m'a changé en conscience au final. C'est-à-dire que j'ai fait le choix d'être une maman qui va au bout de ses rêves, et c'est comme ça que j'inspire mes enfants. Parce que ça m'arrive régulièrement. Bon, là, j'ai pas pu le faire au mois de janvier 2021, mais de partir un mois en Antarctique, c'est mon métier, et les enfants le savent, et voilà, c'est le mois où ils sont avec papa, et ça roule, quoi. Je vois ça. Tu peux nous parler du coup un petit peu plus de ton métier? Donc tout à l'heure, tu nous as mentionné les albatros, tu as parlé de la Suède, là tu viens de parler de l'Antarctique. Ouais. Vas-y, explique-nous. Alors, depuis toute petite, en fait, j'ai une fascination pour le vivant. Donc ça a commencé dans le jardin de mes grands-parents, où j'avais accès à des plantes, et à chaque fois que je soulevais ces plantes, il y avait plein d'insectes dessous, des escargots, des lézards, des araignées, et je faisais plein d'expériences bizarres avec eux. Et ça a commencé comme ça. Puis j'ai commencé à bouffer des documentaires sur les animaux sur Arte, jusqu'au jour où on a eu le premier ordinateur à la maison, et j'avais le CD-ROM de l'encyclopédie Encarta 95. Ça me parle vaguement, ça. Je me demande si j'ai pas eu à peu près la même chose à un moment. Et je passais des heures et des heures à chercher la classification des animaux, et j'en avais réalisé un grand poster que j'avais affiché dans ma chambre. Et je devais avoir 10... non, j'avais 9 ans. En 95, j'avais 9 ans, mais du coup, je devais avoir 10-11 ans quand je faisais ça. Et puis, à force d'être... Donc, je harcelais tout le monde pour faire des métiers avec les animaux, et quand j'allais je sais plus comment ça s'appelle, au conseiller d'orientation, au collège, il disait, alors, je t'ai sorti 4 fiches sur les animaux, tu as vétérinaire, palefrenier, nettoyeur dans les zoos et jockey. J'ai dit, ah, super, merci. Je vais faire un stage, du coup, chez un vétérinaire, en 4e.
Et là, je passe une semaine à observer des stérilisations de chiens, des chats qui s'étaient fait écraser par des voitures, des chats qui étaient obèses parce qu'on leur donnait n'importe quoi à manger. Et tu te traitais au final avec des humains qui utilisent leurs animaux pour faire des trucs qui leur font du bien à eux, quoi. Et c'était pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je voulais travailler avec les animaux sauvages. Donc, je vais pas en prépa bio, finalement, après mon bac S. Et je vais à la fac. Je me retrouve sur les bancs de la fac de biologie à Marseille avec 150 autres personnes, dont une bonne partie savait pas trop pourquoi ils étaient là. Et voilà, tronc commun pendant 1 an et demi. On faisait de la physique, de la géologie. Ça partait un peu dans tous les sens et j'arrivais pas du tout à toucher au sujet qu'il me fallait, quoi. Mais bon, toujours studieuse, hein, je suis studieuse, je fais ce qu'il faut. Par contre, l'été, j'ai harcelé le labo de recherche à Tenan, le labo d'écologie, pour faire des stages, pour voir ce que c'était, quoi. Dès ta première année. Il y a 2 personnes, ça c'était en première année de fac. Ouais. Il y a 2 personnes qui m'ont répondu, un spécialiste des insectes et un spécialiste des oiseaux marins. Et donc, j'ai passé 2 mois avec eux dans le parc national de Porquerolles et Porquerolles, qui sont 2 îles magnifiques au large d'Hyères, dans le Var. Et là, ça a été ma première révélation, quoi. J'étais sur les falaises la nuit avec des oiseaux marins qu'on connaissait pas, qui avaient un cri de sorcière. Et puis on mettait les bras dans les terriers pour les attraper, pour les baguer, pour les mesurer et pour les protéger. Donc c'était complètement passionnant. Et c'est là que je me suis dit bon c'est bon, je suis dans la bonne voie. D'accord. Donc ça c'était ma première expérience. Ensuite en deuxième, donc comme je m'ennuyais quand même pas mal à la fac après. Alors, en deuxième année, il y a une personne qui rentre en bas de l'amphi et qui nous présente le service des relations internationales. Elle dit venez dans mon bureau, j'ai un catalogue d'universités partenaires de Saint-Jérôme, Aix-Marseille. Et vous pouvez choisir un endroit et vous pouvez faire un échange et vous avez une bourse Erasmus et vous partez. Et je me dis l'après-midi j'y vais et j'ai commencé les papiers pour partir en Suède. Donc et c'est ça que j'ai fait en 3e année. D'accord. Sauf qu'entre-temps, donc ça c'était en septembre. Entre-temps, en septembre, donc il y a un nouveau qui commence à la fac qui était pas mal. Et en décembre, on tombe follement amoureux, quoi. Sauf que moi, j'avais déjà fait tous les papiers pour partir habiter en Suède. Donc, on tombe follement amoureux jusqu'au mois d'août. Ou au mois d'août de l'année suivante, on se dit, il faut qu'on se sépare parce que je pars en Suède. C'était les débuts de Skype, il y avait à peine Skype, il n'y avait pas encore Ryanair. Et donc, les billets coûtaient 300 € aller-retour. On pouvait pas se permettre, avec nos salaires d'étudiants, de se voir. Donc, on se sépare. Et puis, je commence mon année en Suède. C'était génial parce que on se sépare très, très fortement à contre-cœur. Donc, j'arrive en Suède. Tout est nouveau. Et ce qui était cool, contrairement à la fac à Marseille, c'est que je pouvais choisir mes cours dans une liste. Et à partir du moment où tu avais un étudiant qui parlait pas suédois dans la classe, toute la classe switchait en anglais. Tu fais ça en France, t'as grève, c'est sûr. Et donc je choisis les cours les plus farfelus possibles. Par exemple, je prends un cours de méthode statistique et écologique qui nous amène pendant 3 semaines au Costa Rica pour collecter des données dans la forêt tropicale et écrire un article scientifique pour la revue de Uppsala Universitet. Et là, deuxième grosse révélation. En fait, quand tu t'ouvres à l'international, tu apprends des choses très, 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 très différentes. Et ça te permet d'aller beaucoup plus loin dans ta carrière, dans ton ouverture d'esprit, dans ta vie. J'ai aussi pris un cours où il fallait disséquer tout le règne animal, tous les invertébrés, toutes les familles d'invertébrés qu'on allait pêcher dans un fjord. Dans un petit bateau, j'avais au moins 10 couches de vêtements sur moi tellement il faisait froid. Et après, toutes des espèces de vertébrés qu'ils avaient gardés dans des congélateurs. Un dauphin, un requin, un blaireau, un boa. Enfin, on a tout fait, quoi. Et c'était une tortue. Et c'était vraiment très, très intéressant. Donc, voilà les souvenirs de la Suède. Puis, donc, je rentre en France 1 an plus tard. Et en réalité,
Moi, je te raconte en parallèle mon histoire d'amour, du coup. Et en réalité, au bout de 3 semaines où je suis arrivée en Suède, je reçois, donc je parlais toujours avec mon copain, mais on s'était interdit de se dire des mots d'amour parce que on n'était plus ensemble, quoi. Donc, il me donne un rendez-vous sur Skype à 5 heures. Moi, j'étais en centre-ville, je rentre et je retourne dans mon bâtiment dans une cité étudiante. Et en fait, il était là. Il était là et il est resté 3 semaines puisque c'était encore le mois d'août. On avait du temps avant de reprendre la fac. Et puis, on est restés ensemble au final sur toute cette année. Où j'étais en Suède, c'était plus fort que nous. Et aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Tu l'as rencontré d'ailleurs. Hein, oui. Ouais, on avait mangé. Je me demande même s'il n'avait pas préparé un des 2 plats quand on avait mangé chez toi. J'ai un doute. Du coup, cette année en Suède, tu dis que ça a été un peu une révélation quand même. Ah oui, entre l'étranger et le fait que l'enseignement est comment dire, c'est un peu différent de ce que tu avais vu à Marseille. Le fait que tu pouvais choisir tes cours, etc. Voilà, quand tu reviens, comment tu vis ton retour? L'enseignement, il te responsabilise. Il te rend acteur de tes études. On avait des textbooks comme ça à lire, on avait des articles scientifiques, des vrais articles scientifiques à lire, on avait des analyses statistiques à faire, on savait pas comment faire, mais on se démerdait, quoi. On s'entraidait surtout, et on devait prendre la parole, dire notre avis. J'ai rencontré 56 nationalités différentes, j'ai fait la liste. Et quand je suis rentrée, j'ai tourné la page, je suis revenue à Marseille, j'ai retrouvé mon chéri plus souvent. Et c'était plutôt chiant au niveau cours, même si là, du coup, en Master 1, j'avais quand même des cours plus intéressants, plus spécialisés sur la biologie des populations. Ouais. C'était vraiment ce que je voulais faire. Et j'ai fait un stage qui me passionnait avec la personne sur les oiseaux marins, sur les causes d'extinction au niveau mondial des oiseaux marins. D'accord. Une analyse vraiment, une méta-analyse. D'accord. Et donc, ça, c'était plutôt cool. Sauf que je voulais quelque chose de plus puissant. Donc, j'ai postulé au master d'écologie un peu plus réputé en France et un peu plus demanding, un peu plus exigeant. punchy, exigeant. Voilà. Donc, j'ai postulé à Paris, à Montpellier, à Marseille. Et j'étais allée faire un stage aussi à Paris en rentrant, l'été où je suis rentrée de Suède, qui était très, très bien d'ailleurs. Mais je me voyais pas à Paris. Donc, j'ai dit non au master à Paris, j'ai dit non au master à Lyon et je suis allée à Montpellier. Je voulais rester un peu moins loin. Et voilà, Montpellier, révélation numéro 3. J'ai mes premiers cours de démographie. Donc, la démographie, c'est les analyses statistiques qui te permettent de décrire et de comprendre pourquoi une population d'espèces sauvages varie dans le temps. Ouais. Et notamment quand ça fait comme ça, quels sont les facteurs qui influencent ce déclin. Mm-hmm. Et pour ça, il faut des données de long terme pour pouvoir décrire, cette année c'était comme ça, l'année d'après c'était comme ça, l'année d'après c'était comme ça. Donc il faut des données de long terme, et pour avoir des données de long terme, il faut un pool d'individus que tu suis sur cette période-là. Donc pour avoir des données de qualité, il vaut mieux travailler sur des espèces qui vivent longtemps. Il vaut mieux travailler sur des espèces qui sont marquées sans leur faire de mal, tu vois, pour que chaque individu ait un numéro individuel ou une marque individuelle comme un zèbre que tu peux photographier, analyser. Mais la photo-identification n'était pas encore très au point en 2008, 9 ouais. Quelque chose comme ça. Attends, je suis complètement perdue dans les dates. Le master. 2007. Nous, on s'est rencontrés en 2008. Ouais, c'est ça, c'était 2008-2009. En 2008-2009, il n'y avait pas encore la photo-identification vraiment développée. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que pour avoir des données de bonne qualité en démographie, en général, il faut bosser sur des oiseaux avec des bagues. Okay. Parce que les mammifères, tu les attrapes une fois, tu lui mets un truc sur l'oreille, là, ça leur fait mal en plus. Et après, la deuxième fois, tu le rattrapes plus, quoi. Et puis, pour lire les numéros, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en fait, les oiseaux marins, et notamment les oiseaux marins polaires, ils sont, en tout cas dans le sud, ils sont particulièrement naïfs. J'aime pas ce mot, mais ils n'ont pas peur des humains.
Donc, ça permet d'avoir donc, des espèces comme les albatros qui vivent très longtemps, qui se reproduisent chaque année au même endroit, qui tolèrent très bien les bagues métal et qui les gardent pendant très longtemps, et qui vivent 50 à 60 ans. Et ouais. Ah oui. Et ouais. Et qui en plus, tu peux approcher sans qu'il ait peur de toi et juste regarder sa bague et pas lui faire de mal. Ah. Donc, au final, les albatros, ils ont les meilleurs jeux de. C'est une des espèces pour qui on a les meilleurs jeux de données au monde. D'accord. Et alors, ça me fait penser. Une analyse sur les albatros, ça va vous renseigner sur un grand groupe d'oiseaux. Et c'est pour ça que vous choisissez les albatros pour après en déduire des choses sur d'autres espèces? Alors, c'est une bonne question. Donc, pendant mon Master 2 à Montpellier, j'ai travaillé sur les mouettes tridactyles en Arctique. Vous voyez la Suède, la Norvège, est passée au-dessus de ça, sur une île là-haut. Et les mouettes tridactyles, donc elles sont baguées depuis, pareil, il y avait un jeu de données d'une vingtaine d'années, donc assez qualitatif. Et en Arctique, il y a de grosses problématiques j'ai les mots en anglais qui me viennent, en fait, de pêche de la même proie que les oiseaux marins. Donc les pêcheurs et donc nous, on se nourrit de la même proie que les oiseeux marins. Ouais. J'ai pas forcément tous les noms des poissons, mais de toute façon, je les connais en anglais, je les connais pas en français. Et donc, quand une population d'oiseaux marins d'Arctique se casse la gueule, oui. C'est souvent parce qu'il y a un souci dans la mer. Et la mer, c'est ce qu'on voit pas, puisque c'est très compliqué, à part les données de pêche et les données de température. On a très très peu de choses. On peut avoir des analyses assez ponctuelles de chlorophylle à une profondeur donnée ou de salinité. Mais au final, quand tu vois une population d'oiseaux marins qui se casse la gueule, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'échelle du niveau marin. Et donc, on dit que les oiseaux marins, c'est des sentinelles de ça. Donc, ça nous permet de prédire, pas de prédire, mais de comprendre à un temps T ce qui se passe dans l'océan. Ok. Et c'est assez puissant. Il y a même une méta-analyse qui est sortie il n'y a pas très très longtemps de plusieurs espèces d'oiseaux marins sur tout le pourtour arctique. De plein des jeux de données qui sont suivis et aussi ça comprend le pourtour antarctique, donc des oiseaux marins de partout et ça montre qu'à partir du moment où l'humain prélève un tiers de la ressource, non c'est 2 tiers, l'article il s'appelle 1/3 for the birds, ça veut dire qu'il faut toujours laisser un tiers pour les populations d'oiseaux marins. À partir du moment où tu prélèves plus que 2 tiers, il y a tout qui se casse la gueule. D'accord. Donc ça c'était un peu le sujet de mon stage de M2. Des populations de mouettes tridactyles sur l'île de Hornøya en Norvège et sur des trucs très poussés d'analyse démographique qui aujourd'hui me paraissent un peu trop poussés. Alors attends, quand tu dis des analyses très poussées d'ordre démographique, ça veut dire que vous, en gros, ce que vous comptez, c'est le nombre d'oiseaux de cette espèce que vous retrouvez d'une année sur l'autre, ou est-ce qu'il y a d'autres qu'est-ce que vous mesurez en fait? Alors, tu as plusieurs choses. C'est une très bonne question. Arriver à un endroit, compter le nombre d'oiseaux, c'est intéressant, c'est ce qui a toujours été fait pour estimer la taille d'une population, mais en démographie, tu peux aller beaucoup plus loin. Puisque si tu as suffisamment d'individus qui sont marqués, tu peux dire, j'ai vu cet individu marqué, donc il a survécu d'une année sur l'autre. Oui. Et dans ta base de données, tu as l'individu 133, hop, tu l'as vu en 2006, tu l'as vu en 2007, tu l'as pas vu en 2008. Et l'individu 136, tu l'as pas vu, puis tu l'as revu, par exemple. Donc en gros, tu as des bases de données qui sont codées en 0, 1, mais tu peux aller beaucoup plus loin en codage. Et ça te permet, quand tu as une dizaine, à partir d'une dizaine d'années, tu rentres ça dans un modèle mathématique et il te dit la probabilité de survie moyenne pour les individus de cette colonie, de cette population, de cette espèce, eh bien, c'est 0,92. Ça veut dire que d'une année à l'autre, tu as 8% de la population qui n'est pas détectée. Ouais. Donc, ça veut dire que soit elle est morte, soit on l'a ratée, soit elle était juste pas là, mais elle va revenir parce qu'elle a fait un break cette année. Ouais.
Et moi, voilà, mon stage de M2, il portait sur la probabilité de détection et comment cela peut biaiser les estimations de survie. Parce que, bah voilà, quand c'est 0, du coup, tu choisis quoi? Tu Bah choisis oui, qu'il non, est mais mort. évidemment. Et une question qui me vient là, c'est envisageable de mettre de mettre des bagues avec une puce qui émettrait en permanence. Du coup, Oui, pour être sûr de pas les louper. bien sûr. À part si la bague tombe en panne ou. Bien sûr. Alors, la bague, elle a un numéro, c'est une bague. Enfin, sur les mouettes tridactyles, en l'occurrence, tu avais 2 types de bagues. Tu avais les bagues en métal avec un numéro gravé. Oui. Et tu avais des bagues couleurs avec une combinaison. Donc, la bague métal, 2 bagues couleurs par-dessus et 3 bagues couleurs sur l'autre patte, en plastique. Donc, ça voulait... Parce que comme c'est des animaux qui habitent sur des grandes falaises et que toi, tu es assis en face avec ta cartographie de la falaise sur un papier par rapport à l'année dernière, tu es avec les jumelles et tu dis, OK, tu es avec quelqu'un qui t'aide, qui rentre les données sur l'ordi, et tu dis, OK, white, yellow, blue, red, green is here today. Donc, hop, white, yellow, blue, red, green, il a été vu. Ouais. Tu le rentres dans la base de données, ça fait un 1. Et après, tu check comme ça tous les animaux que tu vois. Donc, ces bagues, elles permettent de les repérer de loin. Oui. Contrairement aux bagues métal sur les albatros, il faut lire le numéro pour dire cela, il est là, tu mets ton 1. Ouais. Ensuite, tu as d'autres appareils qui coûtent quand même beaucoup plus cher qu'une simple bague, qui sont soit des géolocalisateurs, soit des GPS, soit des balises Argos, où il y a aussi des radiotransmetteurs. Donc, tu as 4 types d'appareils que tu peux poser sur les oiseaux, à condition qu'ils fassent moins de 5% de leur poids et qu'ils les blessent pas. Ouais, oui. Mais bon, il y a des trucs qui ont été faits quand même au début qui étaient un peu limites. Hein. Ouais, j'imagine. Et chacun a ses avantages et ses inconvénients. Les géolocalisateurs, c'est un tout petit appareil comme ça que tu peux poser sur une bague métal. Donc, tu l'accroches avec un rislan. Hein. Je sais pas comment ça s'appelle. Je peux pas t'aider, je connais pas. Tu sais, les trucs pour attacher les gens là dans les films en plastique. Ah oui. Ah punaise. Oui, je vois très bien de quoi tu parles. Bon, le mot me vient pas. Bon, c'est pas grave. Donc, tu as l'accroche avec ça à la bague métal. Et ça c'est très, très simple. Ça utilise très peu de batterie. Et ça stocke des données en 0,1 sur des données très, très simples qui prennent pas beaucoup de place. Parce que ça aussi, c'est une limite de ton matériel. Soit la batterie, soit le stockage de données. Et voilà, l'oiseau se balade. Il peut le garder 1 an et demi. Et tu vois l'heure approximative du lever du soleil et du coucher de soleil. Et ça te permet d'estimer la latitude de l'oiseau. Attends, ce dispositif repère quand le soleil se lève et c'est juste un appareil qui repère la quantité de lumière au final. Ah oui, d'accord, ok. C'est ce qu'il fait, oui. À part quand l'oiseau vole et du coup il fait tout noir parce qu'il range ses ailes. Et le reste du temps, tu vois l'heure de coucher du soleil et l'heure de lever du soleil. D'accord. Et ça te permet d'estimer avec une très faible précision la latitude et la longitude, sauf aux périodes d'équinoxe où les deux sont équivalentes. Donc ça, c'est les GLS, c'est pas cher, mais c'est pas précis du tout. Et dans tous les cas, il faut récupérer l'appareil pour avoir la donnée. Ouais, du coup, si l'oiseau meurt quelque part, c'est fichu. Tu sais pas où il est, t'as pas d'émetteur dessus. Ouais. Ensuite, tu as les GPS. Les GPS, c'est tout ce qu'on connaît, qu'on a dans nos téléphones. Tu le poses sur le dos ou à la base de la queue d'un oiseau avec du scotch sur ses plumes. Ça lui fait pas mal. Et le GPS, il va à 5 mètres près regarder exactement le parcours que l'oiseau va faire, s'il va suivre les bateaux, quand est-ce qu'il a plongé, parce que tu peux aussi avoir des détecteurs d'humidité dessus. Et après, il revient au bout de 15 jours. Il faut que tu le récupères parce qu'il va plus avoir de batterie. Et il va plus y avoir de place pour les données. Même si lui, il consomme beaucoup plus, du coup. Voilà, lui, il consomme beaucoup plus, mais il est beaucoup plus précis. Donc, au bout de 3 semaines, tu le récupères et tu dois avoir les données. Mais bon, faut le récupérer. Toujours pareil. Donc, tu sais que c'est un individu qui est en période de reproduction et qui va revenir sur son nid parce qu'il y a ses poussins. Ouais, d'accord. C'est là qu'il faut ta cartographie de la colonie. Et ensuite, tu as la balise Argos. Donc, la balise Argos, elle émet en temps réel. Donc, c'est souvent un petit appareil avec une grosse antenne derrière. D'accord. Donc, et ça coûte très, très cher. Ah oui? À l'époque, en tout cas, quand j'ai commencé en 2006, à 2007 à faire ces études-là, ça coûtait 150 €, quoi. Ouais. Donc, tu peux pas tu peux en acheter 10, allez, si tu as une bourse de recherche. Et
puis si t'en perds une, t'es dégoûté, quoi. Donc il faut pas, t'as pas besoin de la récupérer pour avoir les données, mais il faut quand même la récupérer pour la poser sur un autre oiseau plus tard, pour la rentabiliser. Et ça émet les données en temps réel. Donc tu peux dire, oh putain, mon oiseau il est parti en Écosse, et tu le vois, c'est génial. Et ensuite t'as les radiotransmetteurs. Et ça, j'en ai jamais utilisé. C'est plus souvent, c'est ce qu'on voit dans les documentaires télé. Tu sais, un rhino, ils lui mettent un gros collier avec un émetteur radio avec 3 tonnes de batterie. Ah ouais. Et après, avec une antenne, ils doivent trouver où il est. D'accord. Voilà, ça j'ai jamais fait. Mais et aujourd'hui, donc il y a aussi des systèmes automatisés de détection d'oiseaux. Par exemple, où ils leur mettent des transpondeurs. Donc ça, c'est comme on met aux chiens chez le vétérinaire, c'est une puce sous la peau. Ouais. Ouais. Et ils mettent des antennes autour des colonies et hop, à chaque fois qu'il rentre, il bip, à chaque fois qu'il ressort, il bip. Bon, c'est un peu intrusif quand même, Ouais. c'est pas très sympa. Ou alors dans les colonies de manchots, par exemple dans le sud, où il y a beaucoup d'oiseaux et ils ont leur petit chemin de préférence pour sauter entre les rochers, ils mettent des grillages et ils les font passer forcément par le même endroit avec des transpondeurs et bip. Et ouais. En plus, ils les pèsent pour savoir combien ils pesaient avant, combien ils pesaient après, Ouais. pour savoir ce qu'ils ont mangé. Donc voilà un peu les méthodes d'analyse des oiseaux marins. D'accord. Ouais, donc du coup, potentiellement, alors en fonction de l'appareil que tu utilises, potentiellement, tu peux avoir plus ou moins d'infos sur ta population, quoi. Voilà. Et moi, j'avais pas besoin. Après, ça peut aller très loin, tu vois. Ou par exemple sur les manchots royaux dans les terres australes, ils faisaient des analyses physiologiques où ils mettaient un truc dans l'estomac pour voir quand il est plus une sorte d'accélérateur sur le dos, plus parfois une caméra pour pouvoir voir les mouvements de l'animal, la profondeur à laquelle il va, la salinité, et quand il a fait un acte de nourrissage, la température de l'émetteur qui est dans son ventre qui baisse parce qu'il a avalé de l'eau glacée. Et ouais. Donc il y avait tout ce parallèle entre comment est-ce qu'il chasse, quels sont les mouvements qu'il fait sous la mer. C'est passionnant, hein, mais c'est vrai que moi c'était pas trop mon truc. Moi je voulais juste des données, je voulais des 0 et des 1 que je convertissais en jusqu'à 9, où à chaque fois j'expliquais. Donc le 0 c'est qu'il a pas été vu, qu'il est mort ou qu'on l'a raté. Ouais. Le 1 par exemple c'était que il est en statut juvénile, mais donc tu le voyais pas pendant quelques années. Le 2 c'était qu'il revient pour la première fois et qu'il est non reproducteur. Le 3, c'était qu'il revient pour la première fois et qu'il est reproducteur, etc., etc. Après, j'avais il a pondu à 9, mais son œuf est mort. Il a pondu à 9 et son œuf a éclos. Donc son œuf a éclos et il a grandi jusqu'à la phase où il s'est envolé. Donc, c'était succès. Ou alors échec sur œuf, parce que son œuf a été bouffé par un truc, où il s'est cassé avec le vent, où il est tombé du nid. Échec sur poussin, bah, pareil, pour les mêmes raisons. Ou alors maladie ou l'œuf qui éclot jamais. Et après, il y avait aussi les non-reproducteurs que tu voyais, les non-reproducteurs que tu voyais pas après un échec, les non-reproducteurs que tu voyais pas après un succès. Parce que quand ils sont en succès, parfois ils sautent une année de reproduction. Donc le 0 était annulé, tu vois. Tu le vois pas, mais tu sais que comme il était en succès l'année précédente, il est probablement en break. Donc voilà, tout ça, tu rentrais dans une base de données, enfin dans un modèle mathématique. Et après, tu appuies sur Run. Et normalement, ça te donne une jolie courbe avec la probabilité de survie, la probabilité de succès reproducteur, la probabilité de retour à la colonie. Et après, sur tout ça, je rajoutais des données encore plus complexes de, voilà, le climat, cette année, c'était comme ça. La pêche industrielle, cette année, c'était tant d'efforts de pêche. Et j'essayais d'expliquer pourquoi la population diminue. D'accord. Alors attends, juste on revient sur un truc parce qu'il y a quelque chose qui est pas super clair pour moi. Ces 9 cas là que tu as cité, tu as cité la majorité, ça c'est des observations ou c'est des résultats une fois que tu as fait tourner un algorithme? Ah non, c'est des observations. Ça c'est des observations. C'est ce que tu codes dans ta base de données au départ. Ok, d'accord, ça c'est tes données. Ok, d'accord. Et donc c'est des choses que tu observes en fait. La jumelle. Que tu observes. Après, c'était pas moi qui rentrais tout dans la base de données, tu vois, elle datait des années 50, celle sur les albatros, hein, elle datait des années 50. Ah oui. Il y avait près de 50 000 individus qui ont été bagués, il y a des gens qui sont payés pour passer 18 mois sur les îles tous les ans.
et qui vont te dire, ok, j'ai vu un tel, il se reproduit avec un tel, son bébé, il est né, on l'a bagué, il est parti. Et donc, soit c'était, moi j'avais une base de données, mais t'imagines même pas les tableaux gigantesques dans Excel. Et dans les modèles, il y avait à la fois des choses qui étaient codées parce qu'on le savait, il y avait des choses qui étaient induites par le modèle que je lui avais demandé de faire. Typiquement, cette histoire de, oui, s'il a été un succès qu'on l'a pas vu, tu prends pas en compte, comme ça influence pas la probabilité de survie, ça influence que la probabilité de reproduction. D'accord. Des trucs comme ça. D'accord. Bon, super. Alors, donc ça rappelle-moi, c'était à quel moment que tu faisais ça? Alors donc une fois que je suis rentrée de mon master 2 sur les mouettes tridactyles en Norvège, j'ai décroché une bourse de thèse sur les albatros, financée par l'université Paris 6, mais qui avait lieu dans les Deux-Sèvres, à côté de Niort, et j'ai passé 3 ans là-bas. Alors attends, décris-moi où c'est Niort, parce que tu vois, La Rochelle, sur la carte. C'est à 1 heure dans les terres. Ah oui, d'accord, si, ça y est, j'y suis, ok. Eux, ils disent que c'est dans le sud, mais pas vraiment. Est-ce que c'est plus au sud que Clermont-Ferrand? Non, je crois pas. Voilà, parce que nous, on est au centre-sud, quoi. Je crois que c'est un peu plus au nord, mais j'ai un doute quand même. Non, bon, on regardera après. Et donc voilà, je décroche cette bourse de thèse et je commence à travailler pendant 3 ans sur les albatros, et là, c'est fascinant, quoi. Et c'est mon déclic numéro 4. C'est au bout de 3 mois en thèse, on m'envoie dans les terres australes, quoi. D'accord. Et là, c'est un périple pas possible, puisque voilà, moi j'ai quoi à l'époque, c'était en 2009. J'ai 23 ans. On me file l'Institut polaire Paul-Émile Victor, donc l'Institut polaire français, me file un équipement. Je fais tous mes papiers et hop, j'embarque avec une équipe de chercheurs jusqu'à Saint-Denis, à La Réunion. Et là, il y a le Marion Dufresne, le navire océanographique français, qui nous attend. Donc, je monte à bord avec une grande fierté. et puis, on part en plein cyclone tropical, avec des vagues de 7 mètres. Et un coup, t'as la tête qui tape, un coup, t'as les pieds qui tapent, un coup, t'as la tête qui tape. Tu peux pas marcher, tu te tiens comme ça. Et puis au bout de, ouais, on avait 2 semaines de voyage pour arriver à Crozet. Et au bout de, ouais, 1 semaine, ça se calme et on a de la brume à fond. Et ça veut dire que tu passes la convergence subtropicale. Donc, une zone où c'est les eaux tropicales qui rencontrent les eaux froides venant d'Antarctique. D'accord. Ça fait de la brume, un manteau de brume. Et à partir de là, tu peux voir des albatros. Et là, quand tu vois ton premier albatros, donc moi en plus j'étais chargée de faire des comptages d'oiseaux depuis le bateau, avec mes jumelles toujours. Et une fois à mariner, parce que c'est pas au début. Et puis je vois mes premiers albatros depuis tout en haut de la passerelle où il y a le capitaine qui conduit le bateau. Waouh, trop beau. Ils volent. C'est des artistes en fait. Ah ouais. Ah ouais. T'as des vagues énormes et eux, hop, ils passent sans brancher. Tu veux dire, ils passent au milieu des vagues, ils les évitent? Ils frôlent les vagues avec le bout des ailes. D'accord. Ils battent jamais des ailes en fait. Ah ouais. Et ils font 3 mètres d'envergure. Tu t'en rends pas vraiment compte quand tu les vois d'un bateau, mais ils font 3 mètres d'envergure. Donc ensuite, on arrive à Crozet. Donc on voit la terre avec nos jumelles. Au bout de 15 jours, on n'avait rien vu. Et là, il se passe plein de trucs de fou. Je me rappelle, déjà, on voit des orques. Il y avait des orques qui étaient là, parce qu'ils sont résidents autour de Crozet. Puis il y a des manchots qui commencent à venir voir le bateau, à le sortir la tête. On était comme des fous. Et puis d'un coup, t'as l'hélicoptère qui décolle du bateau avec une cabane pour aller la déposer à un endroit où il fallait faire héberger des scientifiques à l'autre bout de l'île. Et puis après, on m'appelle à moi et c'est moi qui dois aller dans l'hélicoptère pour qu'on me débarque en plein milieu de la colonie de manchots, des centaines de milliers de couples de manchots royaux qui sont grands comme ça, quoi. Ah ouais. Ah ouais, c'était complètement incroyable. Puis t'arrives dans cette base scientifique où il y a que 70 personnes et ils vivent là pendant 1 an. Ouais. Donc ça, c'était à Crozet. Puis nous, on a dit bonjour. Et puis après, on a repris le bateau pour, je sais plus, 4-5 jours où là, ça bougeait en latéral.
pour aller jusqu'à Kerguelen. Et c'est là que j'ai passé 2 mois. D'accord. Alors attends, pourquoi là ça bougeait en latéral? Parce qu'au départ, tu descends de la Réunion, tu descends comme ça. Ouais. Et les vagues, elles étaient comme ça. Ah ouais, d'accord. Elles sont toujours un peu dans le même sens, les vagues? Je pense qu'il doit y avoir une dominance. Après, je sais pas trop. Hein. D'accord. Et après, pour aller de Crozet à Kerguelen, ça bougeait comme ça. D'accord. Et donc 2 mois là-bas. 2 mois là-bas, donc quelques jours à Port-au-Français, la station scientifique, où on était 5 femmes sur plus de 100 personnes. Et puis, donc, on prépare nos affaires, on prépare de la bouffe fraîche, on fait tous les formulaires qu'il faut. On prend un téléphone satellite et on se casse. Il y a un petit bateau qui nous conduit pendant 7 heures et il nous laisse à un endroit au milieu des éléphants de mer avec nos sacs à dos de 30 kilos, là. Et donc, on était 3. Il y avait Julien qui était déjà venu, Maïté qui faisait 1m50 avec son sac à dos basque. Et moi, et le bateau s'en va et il nous laisse là, sur un isthme avec des éléphants de mer. Incroyable. Et puis, on avait 4 heures de marche pour monter sur le plateau et redescendre à la cabane du canyon des Sourcils Noirs où on allait habiter pendant 3 semaines en totale isolation, quoi. Wow. Donc là-bas, il y avait des bidons de bouffe séchés, enfin, des trucs impérissables. Enfin, ils étaient souvent périmés, mais on les a mangés quand même, qui étaient laissés. Et puis nous, on avait apporté de la viande, quelques fruits et légumes pour tenir 3 semaines, enfin en tout cas les 10 premiers jours. Et donc on a vécu dans cette cabane. Il n'y avait pas de chauffage. Il y avait, ouais, alors attends, ça j'allais te demander la température là où tu es en moyenne, c'est quoi? Donc on est à, si je me rappelle bien, 49 degrés sud. Donc, on est quasiment au 50e rugissant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, 50e rugissant? C'est-à-dire, c'est les pires mers du monde. Ah, ok. Il y a beaucoup de vent. Et puis, en termes de température, l'eau de la rivière où on se lavait, elle était à 4 degrés. Parce qu'elle descendait des montagnes. Et c'était aussi notre eau à boire. Et nos toilettes. Et l'eau et l'air, ça dépend, quoi. Ça dépend du vent, en fait. Il faisait pas moins de 0, hein, mais il y avait pas de neige et tout. Mais suivant le vent, et suivant d'où vient le vent, tu te gèles, quoi. Quand le vent il vient du sud, il vient direct d'Antarctique, et là, tu te gèles. Mais les albatros, quand il y a du vent, je sais plus les vents dominants qui leur plaisent là-bas, mais quand t'as un certain type de vent, t'as pas du tout d'activité dans la colonie. Quand t'as un certain type de vent, c'est la folie, t'as des oiseaux partout. Et donc, nous, on habitait dans cette cabane. Et puis après, il fallait 1 heure de marche encore pour aller à la colonie de l'autre côté. Donc, nous, on était dans un canyon à la convergence de 2 rivières. Ouais. Et il fallait traverser la rivière, monter sur un plateau avec que des rochers. Et parfois, le vent était tellement fort qu'on devait ramper. Juste pour te dire, quoi. C'est parce qu'il y avait des falaises à 100 mètres à pic qui tombaient. Ah, oui. D'ailleurs, elles s'appellent les falaises de la pique. Où tu peux... Bon, voilà, fallait faire gaffe. Ouais, et après, tu redescends du côté mer, protégé du vent. Et là, tu as le canyon des Sourcils Noirs avec 3000 couples d'albatros à sourcils noirs. Et je sais plus exactement, à peu près 1000 couples de Gorfou macaroni, ceux avec les trucs jaunes sur la tête. Ok, il faudrait que je cherche parce que ça me... Je les visualise pas, mais... Et c'était incroyable. Ouais. C'est un des plus beaux trucs que j'ai jamais vu de ma vie. Ah ouais. D'accord. Et ça a aidé que tu aies déjà, je suppose, un peu voyagé, que tu sois déjà allé dans des endroits un peu spéciaux, parce que, enfin, je me mets à ta place, je sais pas si j'aurais été serein tout du long, quoi. Moi, j'aime bien. Toi, t'aimes bien? Naturellement, tu veux dire? Moi, j'aime bien la prise de risque, j'aime bien la curiosité, j'aime bien découvrir des nouveaux trucs. Je suis très ouverte tout le temps à des nouvelles choses. Ouais. On me dit, on part maintenant faire un trip, je sais pas où, je te dis ok, tu vois. Ouais. Aucun problème. D'accord. Donc ça, c'est le début de ta thèse, en fait. Ça, c'est le début de ma thèse. Et après, je suis rentrée et j'ai fait de l'ordi pendant 2 ans et demi. Ouais, donc faut être quand même adaptable pour passer de l'un à l'autre. C'est ça, il faut être résilient. Et c'est là que j'ai commencé à...
Enfin, du coup, j'ai fait ma thèse, j'ai soutenu, j'ai eu les félicitations du jury. Parce que j'ai tout fait comme il fallait, j'ai bossé vraiment dur. De toute façon, en habitant à Niort, enfin, c'est même pas à Niort, c'est en dessous, vraiment dans la France profonde, quoi. T'as pas grand chose à faire, hein. Donc, tu bosses comme un fou, et tu profites un peu de l'ambiance entre nous. On jouait beaucoup au volley. D'accord. Et voilà, je décroche ma thèse. J'avais 5 articles qui étaient sortis, quasiment, enfin, qui étaient sortis ou prêts à sortir. Et je me rappelle, avant de passer ma soutenance de thèse, donc ma soutenance c'était en octobre, et au courant août, je rends mon manuscrit de thèse et je me casse, je prends ma voiture, je descends à Bordeaux et je prends l'avion pour aller en Corse, rejoindre tous mes potes qui étaient en vacances en Corse. Et mon homme, du coup, il vient me chercher en moto à Bastia et j'avais ma thèse dans le sac. Et donc j'arrive et là c'était donc on arrive à la plage à Porto Vecchio dans le sud et avec tous les copains et je plonge dans la mer et là ça y est, c'était fini. Ouais. C'était ça y est, la délivrance. Fini cette thèse. Maintenant on peut passer à la page suivante. Et je te raconte ça parce que c'est sur le retour en moto, sur le retour du voyage, que je reçois un coup de fil. Ah non, même pas, on était en train de plier la tente. Je reçois un coup de fil bizarre de l'Angleterre, d'un mec qui me dit Hi Deborah, on veut t'embaucher pour un postdoc sur les albatros. D'accord. Et là je me dis waouh, il m'appelle, c'est tellement dur de trouver un postdoc. Il m'appelle pour me dire qu'ils ont une bourse de postdoc et qu'ils me veulent à moi, quoi. Donc sur le retour en moto, on fait un break et on en discute, genre tu vas encore partir. Et parce que ça faisait 5 ans qu'on était à distance déjà, on avait un peu marre. Lui, t'es resté à Marseille tout du long? Ouais, tout le long. Et je dis, bah, tu sais, tu peux venir. Mais moi, je lâcherai pas, c'est pas possible. Donc il est venu. On a emménagé tous les deux à Cambridge, j'ai commencé ce job. Et c'est là qu'il y a eu la désillusion, quoi. Ah ouais. Petit à petit. Ben ouais, je me suis rendu compte que la recherche, elle allait pas assez vite pour protéger la biodiversité en général. Ouais. Bon alors là on va commencer à rentrer peut-être un peu dans le vif du sujet parce que on a convenu ensemble que le sujet central ce serait la protection de la biodiversité. On est un tout petit peu touché quand t'as dit que les populations d'oiseaux, ça montrait, en gros, hein, je paraphrase, mais que ça montrait l'état de la mer avant de voir d'autres choses, avant qu'il y ait d'autres signes, on va dire alarmants, quand on voit que la population de certains oiseaux baisse, que la démographie va pas dans le bon sens. C'est comme tu disais tout à l'heure qu'il il se passe quelque chose dans la mer qui est pas bon a priori. Mais à part ça, pour le moment, on n'a pas parlé vraiment de ce sujet qu'on veut central dans notre discussion, qui est la protection de la biodiversité. Et là, voilà, là, tu commences à mettre le doigt dessus. Alors, est-ce que tu veux, comment est-ce que tu veux enchaîner par rapport à ce que tu viens de nous dire? Est-ce que tu veux peut-être nous parler des risques comment dire, des risques du moment, sachant que le moment, ça peut s'étaler un petit peu. Est-ce que tu veux nous parler de ce qui t'a frustré dans le milieu de la recherche par rapport à ça? Je te laisse choisir dans quelle voie tu veux aller. Ok. Bah, je vais raconter un peu mes premiers résultats et pourquoi ça collait pas. Ouais. Donc, je me mets à fond dans ce nouveau travail à Cambridge où il y a vraiment là, j'étudie des populations d'albatros qui diminuent très, très fortement. D'accord. Et contrairement à l'Arctique, là, ce que j'étudie, c'est pas la compétition avec les pêcheurs, c'est les captures accidentelles d'oiseaux. C'est-à-dire que dans la pêche au thon et aux espèces comme le thon, qui sont très, très réputées, très, très demandées dans le monde, il y a une énorme casse en termes d'espèces non cibles attrapées, et notamment beaucoup d'albatros. D'accord. Et ça, c'est un carnage. Parce que quand tu tues un adulte d'une espèce qui vit aussi longtemps, ça a un gros impact sur la démographie et ça remonte pas, quoi. Donc il y avait cette histoire de surexploitation des espèces.
qui est une des 5 causes d'extinction de la biodiversité dues aux actions humaines. Puisque y a pas vraiment, les causes, bon, j'y reviendrai. Donc la surexploitation des espèces. Ensuite, moi, je travaillais aussi sur l'impact du changement climatique sur le déclin de ces albatros, qui est la 2e grande cause d'extinction de la biodiversité. Et là, je travaillais sur différents aspects du changement climatique. Il y avait comme j'ai des jeux de données de 50 ans, je peux remonter dans le passé sur les données climatiques des 50 dernières années. Et donc, tu voyais que le régime des vents a changé, tu voyais que la température de l'eau a augmenté dans certaines zones, et que ça influence la distribution du plancton, qui est la source d'alimentation des petits poissons, qui est la source d'alimentation des plus gros poissons, etc., jusqu'aux albatros. Et aussi sur les événements climatiques extrêmes. Donc le changement climatique, c'est pas juste l'augmentation de la température, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Et il arrive que sur une période, sur une saison reproduite, il arrive que sur une période donnée, tu as un événement climatique extrême, ça tue tous les poussins de la colonie. Et tu as succès reproducteur 0 pour tous les individus de cette colonie. Et ça, tu le vois dans les courbes. Et tu le vois dans les courbes de démographie, et tu le vois dans les courbes de climat. Et donc, tu peux te dire, là, regarde, ça. Là, il y a une cause évidente, quoi. Ouais. Et c'est ça que je faisais. Et après, je suis montée en complexité. J'ai me dit, alors, les années où il y a beaucoup de bycatch, de capture accidentelle des oiseaux, et des événements climatiques qui sont difficiles pour la reproduction, la survie des oiseaux, et en fait, j'ai réussi à prouver qu'il y a des années où, quand les deux se combinent, ça a un effet catastrophique sur la population. Parce que l'effort de pêche, il est mesuré par le nombre d'hameçons déployés, et c'est en dizaines de milliers, dans les zones où les oiseaux vont chercher leur alimentation. Et ça, on le sait parce qu'on leur a mis des GPS. Ouais, ils sont les oiseaux, ils sont pris à l'hameçon. Moi, j'imaginais des filets, en fait. Il y a les deux. D'accord. Il y a le bycatch dans les long lines, donc c'est ces lignes d'hameçons de dizaines de kilomètres, okay. Où il y a des appâts pour attraper des gros poissons, et les albatros les mangent, ils restent accrochés. Ouais. Et tu as les trawlers, donc les chalutiers, avec les grands filets qui peuvent, et les oiseaux se jettent dessus pour attraper les poissons, et se font péter les ailes, noyer, etc. Donc j'avais les données des 2 types de pêche dans tous les endroits où on sait qu'ils allaient chasser, parce qu'on leur a mis des GPS en été, en hiver. Et puis après, il y a les données climatiques. Et on mixait tout ça. Mais il y a d'autres. Donc là, je vous ai dit 2 causes d'extinction de la biodiversité, mais en réalité, les albatros, ils illustrent parfaitement toutes les 5 causes d'extinction. Les autres, c'est les espèces introduites. Ouais. Et notamment sur les îles, comme ça, au milieu de nulle part, il y a beaucoup de rats, de souris qui ont été introduites involontairement par les marins de l'époque, voire des bœufs, des moutons, des chèvres, des chats, des lapins qui ont été introduits volontairement pour que, quand ils s'arrêtent, ils aient quelque chose à chasser, à manger. Et ça détruit. Donc déjà, les rats, les chats, ils bouffent les poussins et les œufs, etc. Donc ils ont un impact direct. Mais en plus, les lapins et tout, ils détruisent complètement les habitats, parce qu'ils font des terriers, il y a tout qui s'écroule, ils bouffent toute la végétation, les bœufs, ils marchent, ils cassent tout. Et ça fait de la dégradation des habitats, qui est la 4e cause d'extinction. D'accord. Et la 5e, c'est la pollution. Et là, on le sait, donc il y a la pollution chimique et la pollution physique. La pollution chimique, on le sait, que toutes les espèces en Antarctique, elles ont des polluants qu'on émet, nous, dans l'hémisphère nord. Ouais. C'est triste. Et tu le retrouves même dans les œufs, dans le jaune d'œuf des poussins. Et ensuite, la pollution plastique, vous avez sûrement déjà vu ces images qui ont été shootées à Hawaï d'albatros qui meurent, et qui, quand tu vois le cadavre, tu as plein de petits bouts de plastique de toutes les couleurs dans l'estomac, parce qu'ils se nourrissent de plastique au lieu de se nourrir de plancton. D'accord. Voilà, les 5 causes d'extinction de la biodiversité. Et les albatros, ils ont beau habiter à l'autre bout de la planète, et on voit tout. On voit tout, et donc c'est pour vous dire l'impact que les actions humaines ont sur la biodiversité qui nous entoure, mais en plus la biodiversité à l'autre bout du monde. Donc moi, c'est ça qui m'a dit, mais attendez, mais
en fait, les courbes des albatros, les articles que je publie, certains articles ont fait bouger le critère de protection sur la liste rouge des espèces menacées sur une espèce d'albatros. Tu peux te dire que c'est super, mais en réalité, ça changeait pas assez de choses. Donc, je me dis, c'est pas possible, il faut agir. Et c'est ça qui a déclenché, avec la maternité qui m'a donné du temps pour réfléchir, qui a déclenché ma transition professionnelle du milieu académique au monde de l'entrepreneuriat. Ouais. C'est peut-être le moment, du coup, de nous parler de ce que tu fais maintenant. Ouais. Parce que, donc, j'ai été au bout des choses dans le monde académique. J'ai publié des articles qui ont permis de changer des façons de prioriser les espèces en danger par les comités d'experts dans les organismes de conservation de la nature. Certes, mais ça suffit pas. Donc, quand je suis rentrée en France, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir, surtout que je venais moi-même de participer à une formation en leadership adressée aux femmes scientifiques. Et ça m'a permis de comprendre les forces que j'avais grâce à cette formation scientifique. Ça m'a permis de comprendre des trucs, donc les compétences que j'avais. Ça m'a permis de comprendre mes forces qui étaient dans la communication aussi parfois, alors que je négligeais complètement puisque c'était pas pour ça que j'étais là, c'était pour la science. Et puis et ça m'a permis de comprendre qu'au final le déclic le plus important que tu peux avoir pour faire changer le monde vers la protection de l'environnement, c'était pas plus de données, c'était pas de travailler avec des experts, c'était de travailler avec des gens. C'était de permettre à tout un chacun de casser les freins qui lui empêchent d'être la personne qu'il est vraiment, ou qu'il ou elle est vraiment, et qui peut ensuite utiliser son énergie, ses compétences, ses appétences à des projets à impact environnemental notamment. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai construit Earthship Sisters avec une amie marin avec qui on était hyper complémentaires et on a mis tous les ingrédients qui nous semblaient essentiels pour accélérer le leadership environnemental des gens et notamment des femmes. D'accord. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup à dire encore à ce moment-là. Ça va, t'as le temps ou d'ailleurs ça commence à, si on peut finir vers l'écart, ce serait bien. Ok. Bon, on va essayer d'aller un peu plus droit au but peut-être alors. Bien. Donc tu parles de leadership. Quel est le terme que tu as employé après, environnemental? D'accord. Comment? Est-ce que tu peux nous donner des exemples? On part du constat qu'aujourd'hui, l'humanité, mais en particulier les sociétés occidentales, sont dans un cercle vicieux où tu penses que le bonheur, c'est l'image, le pouvoir et l'argent. Sauf que la recherche d'image, ça te pousse à une surconsommation de produits et de services pour paraître. L'image. Une fois que tu as le pouvoir, tu l'utilises pour rentrer dans un moule et dire c'est moi le plus fort, tu m'écoutes et tu te tais. Et ensuite, ça cultive ton... Attends, c'était quoi? Image, pouvoir et argent. Et du coup, tu gagnes de plus en plus et tu écrases le reste et tu t'en fous des autres. Et tu tires la couverture vers toi. Je caricature un max, mais ce cercle vicieux, il pousse à des barrières entre les gens, un mal-être profond au final et une perte de sens et bien sûr une dégradation de la biodiversité qui nous a amené aux 5 causes d'extinction de la biodiversité. Donc ça, c'est le constat de mes recherches post-académiques. D'accord. Et je me dis que si on veut se focaliser sur sauver la biodiversité, mais en fait, tout est lié. Tout est très intimement lié. Ouais. Et ben on peut transformer ce cercle vicieux en un cercle vertueux. Et le cercle vertueux, il est alimenté par les 3 causes intrinsèques du bonheur. Ce que je vous ai cité tout à l'heure, c'est les causes extrinsèques du bonheur, celles qu'on croit nous rendre heureux, mais qui en fait nous enfoncent encore plus. À partir du moment où on a un seuil minimum de la vie qui est rassuré, bien entendu. Les causes intrinsèques du bonheur, d'après les chercheurs en psychologie, ce sont le développement de son corps et de son esprit,
le fait de partager des moments avec les personnes qui sont importantes pour nous et qu'on aime, et de faire des choses pour le bien commun sans rechercher de contrepartie particulière. Et quand tu fais ça, au final, tu cultives ton corps et ton esprit, du coup, tu te sens super bien. Du coup, tu passes du super temps avec les gens que tu aimes. Du coup, tu es dans le partage et ça te permet de passer des super moments quand tu fais des choses pour le bien commun. Typiquement, quand tu vas faire un ramassage avec des gens que tu connais pas, tu es trop content. Et comme tu es trop content, ton leadership, il est meilleur et tu peux faire un meilleur travail sur toi, etc., etc. Et donc, on est parti de ça pour que dans Heurship Sisters, donc l'association et l'entreprise que je porte aujourd'hui, on puisse avoir tous les ingrédients qui permettent aux gens qui rentrent dans le mouvement de, se connecter à eux-mêmes, aux autres et à la nature, parce que c'est la nature aussi qui te permet de vraiment être épanoui, de t'ouvrir, d'être bien, de te déstresser. Et ça, je l'ai vécu très très fort quand j'étais dans les terres australes. Révéler ton leadership, donc tu casses les barrières, tu assumes pleinement qui tu es, tu apprends à le connaître, à le comprendre et à développer ta performance pour aller plus loin. Et à partir du moment où tu as cassé tes freins et tes barrières, il n'y a plus de problématique d'ego, tu cherches pas à être quelqu'un que tu n'es pas, tu es pleinement toi-même et à chaque fois que tu agis, c'est en plein accord avec ta raison, tes émotions et tes tripes, quoi, ton gut feeling. Et à partir du moment où tu as révélé ton leadership, tu peux agir concrètement et avec impact pour l'environnement. Et c'est ça, donc on agit nous à ce moment-là comme après avoir fait de la formation et de l'expérience, on agit comme un incubateur où on aide des gens qui ont une idée de projet à impact environnemental à le porter et à l'immatriculer et à le faire vivre avec beaucoup d'impact, le plus d'impact possible. Pour que le projet soit totalement aligné avec qui cette personne est. C'est ça qu'on fait. Et sur notre chemin, on part en bateau. On part en bateau en fin de programme. Le programme, il dure 1 an quand même. Hein. En fin de programme, on part en bateau et on va dans 11 escales différentes en Méditerranée pour semer l'envie d'agir. Parce que les personnes qui sont sur ce bateau, elles montrent les projets entrepreneuriaux qu'elles sont en train de monter. Elles expliquent aux enfants comment faire pour protéger l'environnement. Elles expliquent aux réseaux féminins locaux comment faire pour devenir un leader, et elles expliquent aux experts de l'environnement comment faire pour trouver des solutions communes aux problématiques individuelles locales. D'accord. Et donc tout ça, ça permet d'agir sur toute la société. Et on utilise ces personnes, ce sont des femmes, vous l'aurez sûrement compris, parce qu'on pense qu'aujourd'hui les femmes, elles ont un réel retard à rattraper dans la société. Elles ont besoin de pleinement s'épanouir, pleinement s'exprimer, pleinement utiliser leur créativité au service du bien commun et notamment de l'environnement. Donc, c'est Heurship Sisters. Bien, très bien. J'ai envie de revenir, et c'est très lié à ce que tu viens de dire, je pense, j'ai envie de revenir sur un terme que tu as employé tout à l'heure. Je n'ai pas retenu exactement le terme, mais en gros, tu as parlé d'écologie féminine, ou je ne sais plus comment tu as voilà. Et ça, c'est un terme que je ne connaissais pas, et j'aimerais que tu en parles, et je pense que ça va faire écho à votre projet Heurship Sisters. Oui, donc il y a un courant philosophique qui date un petit peu, je ne suis pas experte dans ce courant, mais qui s'appelle l'écoféminisme. Et l'écoféminisme, il fait le parallèle entre la relation qu'on a avec la nature, donc dominante, où on détruit beaucoup sans réfléchir au futur, et la relation qu'on a avec les femmes, dominante, où on prend pas forcément en compte leur avis, etc. Donc c'est une position qui peut paraître parfois assez extrémiste, et loin de moi cette volonté. Mais le comparatif est quand même assez frappant parfois. Donc c'est vrai que c'est un courant qui est en vogue en ce moment et qui lie les femmes et l'environnement. C'est ce que nous on fait aussi au départ. Donc on s'y assimile quand même pas mal. D'accord. Ça me fait penser à une interview que j'ai entendue il y a pas très longtemps, enfin une discussion de Yann Arthus Bertrand. Ouais. Et un truc qui m'a interpellé, il disait, alors je sais pas s'il a exagéré ou quoi, mais il disait
les grands champions de l'environnement, c'est c'est pas ces termes, mais c'est des championnes, c'est des femmes. Je suppose qu'il y a peut-être quand même quelques hommes qui ont pu se sentir peut-être leur ego a peut-être été touché un petit peu par ça, mais voilà, lui il l'a dit. Toi tu dis qu'il y a un gros parallèle entre la situation, non, on va dire. Le courant de l'écoféminisme dit. C'est pas oui, moi. pardon. Oui, tout à fait. Mais effectivement, c'est toi qui nous as parlé de ce terme-là que moi je connaissais pas. Donc, j'avoue que j'ai fait un raccourci, que j'ai associé ce courant-là à ta pensée. Mais voilà, mais on s'y retrouve du coup. On s'y retrouve entre ce que j'ai entendu il y a quelque temps, il y a une semaine peut-être, hein, j'ai entendu cette discussion et notre discussion du moment. Donc voilà, donc ça m'interpelle, c'est tout. Oui, il n'y avait pas forcément de question derrière. Yann Arthus Bertrand, lui, son parti pris, c'est de faire voir le monde différemment. Donc il l'a fait vu du ciel, et ça a très bien marché, et de montrer la beauté pour inspirer la protection. Ouais, il a fait vu du ciel, et là, son nouveau travail, c'est sur les femmes, sur le point de vue des femmes dans le monde, et c'est pour ça qu'il prend ce parti-là, et je trouve qu'il a raison. Parce qu'à partir du moment où tu permets aux femmes de s'émanciper pleinement, et puis bon, quand tu parles dans nos sociétés à nous, c'est une chose, mais quand tu parles dans le reste du monde, où 70% des pauvres du monde, c'est des femmes, si tu leur permets d'avoir un travail, de gagner leur vie, d'avoir une indépendance financière, bah, du coup, elles ont moins d'enfants, des enfants qui sont mieux éduqués, qui sont en meilleure santé, la démographie humaine ralentit, et tout le monde a des conditions de vie meilleures, quoi. Et elles peuvent aussi contribuer à trouver des solutions pour rendre le monde plus durable, puisqu'elles ont une vision différente, forcément long terme, forcément axée sur la santé de leurs proches, puisque c'est elles qui gèrent ça, quoi. D'accord. Tu peux m'expliquer cette statistique-là, 70% des pauvres sont des femmes ? Ouais. Ben, c'est une statistique, il n'y a pas d'explication. Non, mais dans le sens où j'arrive pas à me représenter la chose, si tu veux. Est-ce que si on prend un cas un peu micro, donc ça c'est une statistique macro, on va dire, si on se rapproche un petit peu, est-ce que ça veut dire qu'il y a des parce qu'il y a quand même beaucoup chez les adultes, il y a beaucoup de couples, est-ce que ça veut dire que l'homme garde l'argent, et en fait c'est comme ça que... Oui, et puis donc tant qu'elles sont en couple, je suis pas une experte de ça, hein, mais mon interprétation c'est que tant qu'elles sont en couple, que l'homme a un travail, il assure le foyer, et si à cause d'une guerre ou d'une maladie ou de quoi que ce soit, l'homme n'est plus là, elle a rien, et donc elle rentre dans les pauvres. D'accord. Dans les pauvres qui ont plus rien, dans les très pauvres, dans l'extrême pauvreté. Okay. Et comme elle a jamais appris à gagner sa vie elle-même, ben elle sait pas faire des économies, elle sait pas. Elle n'a pas de propriété, elle n'a pas de terre qui lui appartienne, puisqu'on ne donnerait jamais ça à une femme. Donc, elle n'a pas de bétail, elle n'a rien. D'accord. Pour en revenir à l'écologie, du coup, et à la biodiversité, moi, je suis très curieux, et je pense que c'est là où tu peux entre autres, où tu peux vraiment nous faire comprendre des choses. J'ai envie de revenir sur ce lien entre les femmes et leurs particularités, on va dire, et le fait qu'elles soient bien placées pour aider à protéger l'environnement, pour faire simple. Voilà, moi ça m'interroge toujours quand il y a des déséquilibres, des différences marquantes. Tu vois ce que je veux dire, un truc qui est vraiment non linéaire, quoi. Quand tu m'as dit cette statistique là sur les 70% des pauvres qui étaient des femmes, ça m'a interpellé, parce que c'est quelque chose d'énorme. Quand on dit que effectivement les femmes ont peut-être un rôle particulier à jouer dans la protection de l'environnement, ça m'interpelle aussi, et j'ai envie de comprendre, ce qui fait qu'une femme va être peut-être plus, comme tu disais, va s'intéresser peut-être plus au long terme. Ça, c'est quelque chose, d'un point de vue intuitif, c'est ce que je pense aussi. Mais j'ai bien envie qu'on en discute un petit peu pour essayer de voir, pour creuser ça. Ouais. C'est pas un sujet sur lequel je suis super à l'aise. J'ai essayé de faire des recherches un petit peu, et ce qui m'a frappé, c'est un step avant ta question, c'est le fait que quand il y a des catastrophes climatiques,
et ben la plupart des victimes sont des femmes. Quand il y a eu un cyclone au Bangladesh, il y a eu 150 000 morts, 80% étaient des femmes. Quand il y a eu le tsunami en Thaïlande, je crois que c'est plus de 70% de victimes qui étaient des femmes. Parce que elles ont pas forcément les moyens de communication, parce qu'elles savent pas nager, parce qu'on leur apprend pas, parce qu'elles ont moins de force physique pour monter à un arbre quand il y a une grosse vague, parce qu'elles avaient les enfants à tenir, j'en sais rien, tu vois. Mais parce qu'elles n'avaient pas accès à une voiture. Donc, pour toutes ces raisons-là, au final, les femmes pauvres dans les pays du Sud, elles sont complètement plus exposées aux catastrophes naturelles. Et dans les pays du Nord, et notamment, il y a une stat sur Katrina aux États-Unis qui est frappante, et c'est sorti aussi pendant le Covid en France, et pendant la canicule aussi. La canicule, c'est la... Attends, la canicule, c'est vrai aussi pendant la canicule, en 2003. C'est que les femmes sont aussi plus affectées par les catastrophes naturelles en Occident. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que elles sont plus vieilles, vu que l'espérance de vie est différente, donc elles sont plus mortes pendant la canicule, malheureusement. Mais aussi, de façon très indirecte, elles sont victimes de violences quand les situations dégénèrent. Elles sont victimes de violences après, quoi. De violences physiques et sexuelles. Quand la situation économique, politique est tendue, c'est les femmes qui morflent. Et ça, c'est vraiment prouvé. Et donc, déjà, cette statistique, moi, elle m'avait un peu chamboulée. Puis après, il y a pas mal de gens qui sont pas d'accord à dire que les femmes, elles auraient une sensibilité plus forte à la protection de l'environnement, que parce qu'elles portent la vie, elles ont une connexion particulière à la nature. J'ai un peu ce feeling-là, mais je suis pas entièrement d'accord parce que je pense qu'il y a aussi, je pense que les hommes, ils ont pas encore fait leur coming out, en fait. Je pense que les hommes, ils sont aussi dans un moule, comme nous on l'est, les hommes, ils sont dans un moule où ils n'ont pas le droit de montrer leurs faiblesses, ils n'ont pas le droit de parler de leurs émotions, ils n'ont pas appris à oser montrer ce qu'ils ont vraiment au fond d'eux, quoi. Et je vois que ça t'interpelle. Donc je pense que eux aussi, ils ont une peur, ils ont une envie de protéger l'environnement, mais c'est juste qu'ils ont le devoir de subvenir aux besoins de leur famille, d'être forts, et ça leur permet pas de mettre ça au premier plan. Après, il y a deux aspects. Quand tu penses à une famille, typiquement que je connais très peu, en Afrique, où l'homme travaille, et ben la femme, et c'est montré dans les stats de la FAO ou de l'ONU, la femme, elle est responsable d'aller collecter le bois pour faire à manger, d'aller collecter l'eau, et ça la met à risque de plein de choses. Mais en plus, donc elle a tendance à réfléchir aux ressources de façon beaucoup plus long terme parce que c'est elle qui nourrit les jeunes et c'est elle qui s'occupe des personnes âgées, quoi. Alors que le mari, il est en train de trimer pour amener de l'argent à la maison. Donc elle a cette perception des ressources pour subvenir aux besoins de sa famille dans la meilleure santé possible sur le plus long terme possible. Et ça, peut-être que c'est inné parce que quand tu réfléchis en termes animal, et c'est là qu'on revient à la biodiversité, de façon totalement évolutive, tu prends, c'est peut-être un peu extrême, mais tu prends des cerfs qui se reproduisent en harem. C'est-à-dire que le cerf, il a ses bois sur la tête, ça s'appelle les caractéristiques sexuelles secondaires. C'est ce qui exprime sa qualité génétique en biologie. Donc le cerf qui a les plus grands bois, c'est le plus fort, c'est celui qui va battre tous les autres au combat et qui va avoir le plus grand territoire et qui va pouvoir créer un harem et tenir son harem, c'est-à-dire plein de femelles avec qui seul lui, en théorie, a le droit de s'accoupler. Et donc dans ce mode-là qui a évolué et duquel nous on vit pas socialement en harem, mais je trouve que ça se rapproche assez parce que le rôle du mâle là, c'est de montrer qu'il est fort, de développer des caractéristiques physiques et de battre les autres. Donc il est tout le temps dans se méfier, se battre, être plus fort, montrer sa place, prendre de la place. Alors que les femelles, elles sont dans un harem, il faut qu'elles fassent gaffe des trucs de l'extérieur. Et elles, le but du jeu, c'est d'être en meilleure santé possible pour avoir des enfants en bonne santé, de s'entraider avec les autres femmes
pour se protéger des attaques potentielles. Et donc, les femmes sont en mode coopératif et les hommes sont en mode compétitif. Oui. Et c'est aussi ça qui ressort dans le leadership. Il y a certaines études qui le montrent, il y a certaines études qui montrent l'inverse, qui essayent de contrer ça. Je sais pas qui a raison. Mais mon feeling, c'est que si on arrive en tout cas à un équilibre, aujourd'hui, à 70% de mecs qui dirigent le monde, que ce soit en politique, en médias, en recherche, en sciences, en médecine, et c'est l'inverse dans l'éducation, dans le care, dans les infirmeries, etc. Ouais, la santé, ouais. C'est dans la santé, dans les échelons moins techniques. Ouais, je suis dire. Donc, moins technique, c'est même pas vrai, je sais pas. Et il y a un déséquilibre. Si tu arrives à rééquilibrer ça, tu remets un peu des visions différentes. Et ça marche avec la diversité des genres, mais ça marche avec tout. Dès que tu as une diversité, une créativité, une complémentarité, une transdisciplinarité, t'arrives à avoir tout qui se remet d'aplomb et qui augmente la performance. Et donc, tu peux protéger la biodiversité. Les liens, ils sont très complexes parce que tout est imbriqué aujourd'hui dans notre monde. On l'a vu, hein. En quelques semaines, tu as un virus qui a fait le tour du monde et qui a tout arrêté. Tout est lié. Ouais. J'aimerais qu'on revienne sur on a parlé beaucoup de ces différences hommes-femmes, notamment dans le cadre de la protection de l'environnement, on va dire, pour faire simple. J'aimerais qu'on revienne sur peut-être que tu pourras nous donner des exemples de projets qui sont développés au sein de Earthship Sisters, mais globalement, qu'est-ce qui te semble essentiel qu'est-ce qui est important de faire le plus rapidement possible dès aujourd'hui, dans les années qui viennent, pour lutter contre parce que on va parler de ça, hein, d'extinction de masse de la biodiversité. Voilà. Ouais. On est en plein dedans. On est dans la 6e extinction de masse de la biodiversité. Il y en a eu 5 auparavant. La dernière, c'était il y a 65 millions d'années, qui a causé la disparition des dinosaures. Et la 6e, pour la première fois de l'histoire de la planète, elle est due à une espèce et pas à un mécanisme naturel. Donc, est-ce que c'est naturel ? Je sais pas. Ouais, donc, mais je vois ce que tu veux dire, à du vivant, quoi. Ouais, elle est liée à nos activités. Et donc, cette 6e extinction de masse, pour moi, ce qu'il faut faire aujourd'hui pour la contrer, et c'est pour ça que j'ai quitté la recherche académique, c'est inspirer les gens pour qu'ils agissent. C'est pas, je veux dire, c'est pas moi qui vais inspirer, c'est pas moi qui vais agir. Moi, je contribue à créer des programmes qui les inspirent pour qu'ils puissent agir. Et si tout le monde fait ça, vague positive d'action, réduction d'impact, et on peut y arriver. Ok. Et justement, si on rentre un petit peu plus dans le détail, l'action dont tu parles, quand tu dis et eux, ils agissent, est-ce que tu peux donner des exemples ? Oui. Alors, par exemple, les sisters qu'on accompagne, elles portent différents projets. Ça commence petit, mais ça peut devenir assez gros. Donc, on a, mais c'est aussi le travail qu'elles font sur elles-mêmes. Au final, il y a un projet très personnel dans Earthship Sisters et un projet professionnel. Et les deux sont en parallèle. En tout cas, la métamorphose que tu observes chez elles entre le début et la fin du programme, c'est très, très émouvant. Et les types de projets qu'elles portent, ça peut être démissionner et lancer il y en a 75% qui sont en transition professionnelle, déjà. Donc, elles sont en recherche de sens, et le Covid, il a appuyé ça aussi. Elles peuvent créer un cabinet d'architecture durable, créer un média qui donne que des news positives locales, créer des jardins partagés. Il y en a qui lancent des incubateurs qui fonctionnent seulement avec du troc, des incubateurs des échanges de compétences. Il y en a qui lancent une marketplace de produits de beauté pour les peaux noires bio. Il y en a qui lancent un prototype de stylo complètement durable à vie, écologique. D'accord. Il y en a une qui lance une alternative écologique au tabac. Il y en a une qui voulait créer un data center géothermique. Enfin, voilà, c'est des projets qui correspondent à la personne, à sa vie, à ce qu'elle a envie de faire aujourd'hui. Il y a des box, ça va te plaire, ça, des box éducatives scientifiques pour les enfants. D'accord. Écolo. Il y a, j'en oublie plein, puisqu'on en a 30
31 maintenant. Il y a un service de vaisselle compostable pour l'événementiel. D'accord. On est principalement sur le volet, l'onglet pollution dans les 5 causes dont tu parlais tout à l'heure. Non, elle touche à toutes les causes. Hein. Après, la cause surexploitation des espèces, la cause introduction d'espèces, elle est moins palpable et moins connue que le changement climatique. Voilà, c'est par exemple un projet où tu prônes l'agriculture en ville, dans les jardins. En fait, tu vas avoir un impact sur la dégradation des habitats, sur la production de CO2, mais tu vas aussi indirectement avoir un impact sur l'introduction d'espèces, puisque tu ne vas pas importer des produits qui viennent de loin, avec lesquels tu peux importer des insectes ou des graines de plantes qui n'ont rien à faire chez nous, tu vois, et qui vont devenir invasives. D'accord. Tu vas aussi avoir un impact sur la surexploitation, parce que tu vas peut-être pas faire tes tomates dans des champs en Espagne à perte de vue avec des personnes qui sont surexploitées. Tu vas les faire ici et tu en auras peut-être moins, mais elles seront vraies tomates. D'accord. Je vois. Voilà, comme tu disais tout à l'heure, tout est lié, quoi. Tout est lié. D'accord. Bon, vu qu'il nous reste plus beaucoup de temps, je vais te poser les questions que je pose un petit peu à tout le monde. J'en saute peut-être quelques-unes, mais allez, la première, dans le domaine de la protection de la biodiversité, quels sont les clichés et ceux qu'on doit, éventuellement des vrais, des choses qui sont qu'on se dit mais qui sont vraies, et puis ceux qu'on doit casser. Alors, les clichés, c'est que des bobos ou des hippies. Je pense qu'on a passé ce stade. Ouais. Ça, c'était peut-être vrai dans les années 70. Aujourd'hui, les écolos, d'ailleurs, il est vraiment très péjoratif, et d'ailleurs, féministe aussi, il est péjoratif. Les écolos, c'est tout le monde. Plus personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de l'impact de ses actions sur le monde. Il ne peut pas dire qu'il ne le sait pas. Maintenant, il peut faire semblant de ne pas le voir, mais il est obligé d'agir. Donc, tout le monde a cette fibre écologiste qui grandit en lui. Pas au sens politique, au sens responsabilité citoyenne. Pour moi, ça, c'est le cliché converti en réalité. La deuxième chose, c'est que la protection de l'environnement, ça se réduit à tu pollues à fond, mais c'est pas grave, tu vas replanter des arbres en Afrique. Super, bravo. Compensation, moi, je trouve ça, c'est vraiment un truc où tu fais l'autruche à fond, quoi. Donc voilà, que les problèmes environnementaux se réduisent à la production de CO2 que tu compenses forcément et du déchet plastique que tu ramasses, parce que voilà, c'est le truc que tu vois, tu ramasses, tu as résolu le problème. Faux. Il y a les 5 causes d'extinction. À chaque fois que tu penses protection de l'environnement, tu penses aux 5 causes d'extinction. Pas seulement au plastique et au CO2, parce que déjà les gaz à effet de serre, il y en a 150, et les pollutions, il y en a 150 aussi. Que ce soit radioactif, magnétique, lumineux, sonore, chimique, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cliché ? Que la faute, c'est les autres. Ça, c'est le truc préféré de tout le monde, ça. Non, moi, je sais juste que c'est pas la mienne, mais après. Non, c'est pas ma faute, c'est la faute de l'industriel, c'est la faute du pêcheur, c'est la faute de. Non, c'est la faute de tout le monde. Il faut tous qu'on agisse là, parce que sinon, on va vraiment être dans la merde. Vraiment. Tu sais, ce qui me plaît là, dans ce que tu viens de dire à l'instant, c'est que la semaine dernière, enfin, le dernier épisode qui est sorti, donc je sais pas si ça correspondra à la semaine dernière, mais on parle d'un sujet qui est complètement différent, qui est l'impact du sport dans la vie quotidienne. Et le truc qui est ressorti, c'est exactement ça, c'est le fait de pas rejeter la faute sur les autres. Dans le cadre du sport, par exemple, pas rejeter la faute sur l'arbitre ou sur son coéquipier. Et c'est exactement ce que mon invité a soulevé la semaine dernière, c'est exactement ce que tu soulèves aujourd'hui, et c'est ce que je pense profondément, donc ça me fait plaisir d'entendre ce genre de choses. Et c'est le truc que tu fais facilement quand tu améliores ton leadership. Ne plus rejeter la faute sur les autres, tu veux dire ? Bah oui, parce que tu n'as pas besoin de prouver ce que tu vaux, parce que tu sais ce que tu vaux. Donc à partir du moment où tu sais ce que tu vaux, tu fais ce que tu as à faire. Tu vois ? Tu vas pas chercher des excuses bidons. D'accord. Voilà. Du coup, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer ? Si tu pouvais nous sortir un des fondements de la protection de la biodiversité, comment est-ce que tu le caractériserais ? Comment est-ce que tu le dirais ? Pour moi, la protection de la biodiversité, elle passe par comprendre.
Et il y a des super success stories de protection de la biodiversité. Tu vois, quand tu as compris le système et que tu fais quelques actions pour le remettre dans un mode où ça fonctionne, ça marche. T'arrives vraiment à faire remonter des populations et ça peut aller très vite. En tout cas, pour les populations qui se reproduisent vite. Les albatros, c'est un peu foutu. Pour moi, je trouve que c'est ça. La première étape, c'est comprendre. Et la deuxième étape, c'est agir. Mais pas agir en mode la technologie va nous sauver et l'homme sait. L'homme est meilleur. L'homme va mettre le doigt sur le truc qu'il faut faire et régler le problème. Non, c'est la nature qui sait. C'est la nature, c'est l'équilibre, c'est l'évolution qui sait. Donc, il faut rétablir un équilibre pour que les choses se rétablissent naturellement. Et ça va prendre du temps. Faut pas que ça vienne tout de suite. Tu vois, on veut toujours que tout aille trop vite. Ouais. Donc, je dirais ça. D'accord. Ce que tu viens de dire là, ça m'inspire un truc. J'ai un copain qui m'a envoyé une vidéo aujourd'hui de Aurélien Barraud. Oui. Je suppose que tu connais. Et en fait, dans cette vidéo, il dit vraiment du mal d'une personne que j'admire. Et du coup, mon pote m'a envoyé ça, un peu en me taquinant et tout. Et en gros, je vais te demander si tu penses un petit peu comme lui, pas spécifiquement sur la personne, mais en gros, ce que j'en ai déduit de cette intervention de cette personne, c'est que pour lui, la seule solution, j'ai envie de dire, alors c'est pas ces mots, hein, mais peut-être qu'il les a dit autrement, mais c'est la décroissance. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et en fait, moi, je vais te dire pourquoi je te pose cette question maintenant, parce que tu viens de dire ça. La solution technologique, toi, tu disais, bon, j'y crois pas trop. L'homme sait et l'homme améliorera les choses. Tu dis non, il vaut mieux essayer peut-être d'arrêter de faire du mal et de laisser la nature reprendre le dessus. Ouais, et le côté naturel dans nos relations, dans notre vie, ça nous fera du bien. Et ça amène naturellement à de la décroissance. Ok. Bon. Je suis d'accord. Mais peut-être en moins extrême, mais je vois pas d'issue. À moins que dans croissance, tu ramènes de la valeur non financière, non matérielle. Là, tu peux continuer d'avoir de la croissance. D'accord. Mais à quoi bon, tu vois? Autant être content de ce que tu as. Ouais. Bon, est-ce que tu aurais une ressource à conseiller pour les gens qui veulent creuser sur ce sujet? Donc, quand je parle de ressources, ça peut être livre, site internet, chaîne YouTube, podcast. J'en ai des centaines. Il faut surtout centaines. Non, mais il faut croiser les informations. Bah ouais. D'accord. C'est ça que j'ai envie de dire. Bon, donc tu les lances, Prenez personne. Toutes les informations à disposition et vous les croisez avant de dire des bêtises sur les réseaux sociaux. D'accord. J'ai vu un truc ce matin, mais je sais plus ce que c'était. Oui, comme quoi Shakira a appris à Bill Gates l'informatique. N'importe quoi. Et le mec, il postait ça sur LinkedIn. Quoi. Ah ouais. Et c'était pas un titre accrocheur humoristique? Non. Ah ouais. Ouais, bon, ça craint un peu. Peut-être, du coup, sans conseiller quelque chose de particulier, peut-être des mots-clés sur lesquels, parce que c'est comme ça qu'on commence à chercher maintenant, des mots-clés sur lesquels commencer de chercher de l'information. Anthropocène, entrepreneuriat à impact, changemakers et effondrement. Allez, on va commencer par ça fera déjà pas mal. On arrive sur les dernières questions. Qu'est-ce que les auditeurs peuvent faire pour toi, pour ta cause, pour ton entreprise, pour ton association? Ce qui te passe par la tête. Un truc qu'on peut faire qui d'un point de vue un peu égoïste. N'hésite pas, c'est le moment. Ouais. Et qui que vous soyez, suivez Earthship Sisters sur LinkedIn et Facebook et Insta et YouTube. Si vous êtes une femme, postulez au programme pour révéler votre leadership et agir concrètement pour l'environnement et venir naviguer pour semer l'envie d'agir autour de vous. Et si vous êtes un homme, vous pouvez vous inscrire sur notre site pour les Earthship Brothers et quand on aura assez, on en fera un. Non, sans rigoler. Sinon, si vous êtes une entreprise, on cherche des sponsors pour nos bateaux, pour permettre tout ça. Bien. Pour vous donner de la visibilité sur des sujets engagés. Bien.
Très bien. Toi, si on veut échanger avec toi, est-ce qu'il y a un moyen de te contacter que tu aimes bien, ou est-ce que tu préfères que tout le monde passe par Earthship Sisters En fait, moi, j'ai beaucoup donné de mon temps et de mon énergie pour aider des gens dans leur quête. Maintenant, j'arrête parce que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc, je le fais dans Earthship Sisters, je le fais dans des conférences grand public, je le fais dans des conférences en entreprise. J'ai plus de mal à accorder du temps en individuel à des gens que je connais pas. Ça bouffe trop de temps, je suis désolée. Non, mais ça va très bien. Donc allez voir Earthship Sisters et c'est là qu'on aura le plus de liens avec toi finalement. Après, je n'ai jamais pas répondu à un email d'une personne qui avait besoin de quelque chose. Donc, allez-y. Bon, très bien. Allez, toute dernière question pour finir. Est-ce qu'en une phrase ou quelque chose de très court, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu aimerais qu'on retienne après avoir écouté cet épisode? Juste un élément. Bougez-vous les fesses pour l'environnement. Reconnectez-vous à l'environnement. Pas d'autruche. Fini. Très bien. Bon, je pense qu'on peut arrêter là-dessus. Merci Déborah. Merci Alex.